Donc bon, je vais essayer dans les quelques temps qu'on va passer autour de cette thématique de répondre aux différentes questions. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a baigné dans une culture environnementale et j'ai découvert l'environnement en commençant à travailler. Ça fait déjà un certain nombre d'années, et en commençant à travailler complètement par hasard dans une structure qui s'occupe d'environnement. Et ce que j'ai vu monter pendant les 10 années où j'ai travaillé dans cette structure, c'est en même temps deux choses qui sont tout à fait complémentaires. La première, c'est une culpabilisation croissante du citoyen. Effectivement, Christine en parlait, elle faisait référence. On a un discours porté par les pouvoirs publics qui tend à culpabiliser le citoyen et à lui dire qu'il est largement responsable de la crise environnementale. Et dans le même temps, on a une indulgence phénoménale pour les grosses entreprises qui génèrent la majorité de la pollution. Donc j'ai vu monter ce discours culpabilisateur et en même temps une grande complaisance pour les entreprises. Et puis un jour, quand on a commencé à parler de changement climatique, est arrivé dans mon univers de travail la bourse des droits à polluer. Et à l'époque, j'étais déjà intéressé par le militantisme, mais intéressé par les conséquences de la finance. Et on a vu arriver des outils financiers qui prétendaient gérer la crise environnementale. Et bon, c'est quelque chose qui m'a interpellé en tant que militant, que citoyen, et sur lequel j'ai essayé de travailler pour comprendre vraiment comment ça se passait, et essayer de le comprendre sans a priori. C'est-à-dire qu'il y a quand même des a priori sur l'efficacité du système financier en général. Et je me suis dit, peut-être que effectivement ça marche, et peut-être effectivement que ça va produire des résultats pour préserver l'environnement. Et donc, je vais essayer de vous faire part de ce que j'ai découvert dans ce travail que j'ai mené, et qui est quelque chose d'absolument sensationnel, et qui est quasiment, par moments, un vrai roman, presque policier. Donc, pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière, et distinguer un petit peu trois époques. On a une première époque, où l'environnement est quelque chose qui ne rentre pas du tout en compte dans les considérations économiques. Et ça, c'est vrai pour toutes les économies, que ce soit l'économie libérale, que ce soit l'économie de l'Union soviétique, des pays d'Europe de l'Est. Alors, les écoles, Adam Smith, néoclassiques, les marxistes ne parlent pas d'environnement. Et on est dans un schéma où l'environnement apparaît comme quelque chose d'à peu près inépuisable et qui est considéré comme une ressource et qui ne rentre pas en considération. Donc pour les historiens, les premières mesures de protection de l'environnement qui sont relevées dans les livres, c'est au moment de la révolution industrielle où les usines commencent à tourner à plein et on prend quelques mesures, on va rehausser les cheminées d'usines, mais ce n'est pas pour protéger l'environnement, c'est surtout pour protéger la santé des gens qui sont en dessous. Et puis dans les années 70, même dans la fin des années 60, mais surtout dans les années 70, une montée des préoccupations environnementales, avec en 72 un organisme qui s'appelle le Club de Rome, qui tire une sonnette d'alarme en publiant un rapport et en disant pour la première fois le modèle de développement qui est adopté par les sociétés occidentales est destructeur des écosystèmes. Et on ne peut pas continuer à se développer ainsi, sinon on va courir à la destruction de la planète. Et la principale nouveauté de ce discours, c'est que on ne parle plus simplement de pollution assez localisée, on parle vraiment de ce que le système économique, le mode de développement peut générer sur l'environnement d'une façon globale. Et donc, à partir de là, le constat va s'amplifier et on va identifier 4 dangers écologiques majeurs. Donc le premier étant l'appauvrissement de la biodiversité. Donc avec une extinction des espèces qui va à une vitesse assez fulgurante, et un vrai risque pour les équilibres.
La deuxième grande catégorie de dangers environnementaux, c'est l'accumulation de substances toxiques. Alors là, on peut penser à un tas de choses, qu'il s'agisse des pesticides, qu'il s'agisse des polluants de l'industrie chimique, et accumulation dans l'eau, dans les sols, dans l'air, et y compris dans le corps humain. Les questions d'appauvrissement des ressources naturelles, et avec une ressource particulièrement essentielle qui est l'eau, puisque si on détruit les ressources en eau, on met en péril la vie humaine. Et enfin, même si le débat a été plus long à arriver, la question du climat, avec un constat qui n'est pas totalement unanime, mais qui est partagé par une majorité, même une grande majorité de scientifiques, comme quoi on serait entré dans une période de changement climatique et que les activités humaines en seraient en partie, voire en grande partie responsables. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en parallèle de cette montée des préoccupations écologiques, on a une montée du néolibéralisme. À la même période. Alors, bon, pour rappeler simplement quelques dates, Margaret Thatcher arrive au pouvoir en Grande-Bretagne en 1979, donc avec une promotion de l'ultralibéralisme et la fameuse phrase « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative sous-entendue au système libéral. En 1981, c'est Ronald Reagan qui arrive au pouvoir aux États-Unis et qui, dans son discours d'investiture, prononce une phrase qui est sensationnelle, qui est l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Et donc il annonce clairement la couleur, qui est un désengagement de l'État et un laisser faire le marché et laisser faire le libéralisme. Une politique qui est poursuivie par ses successeurs, et bon, je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on en a parlé ce matin, mais une montée du néolibéralisme également au niveau de l'Union européenne, avec l'acte unique de 1986, le traité de Maastricht, et puis on peut continuer la liste jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avec cette montée des préoccupations écologiques, on rentre dans une deuxième grande période. Après cette période où l'économie et l'environnement s'ignoraient, on rentre dans la période du développement durable. C'est-à-dire que les pouvoirs économiques vont donner une réponse à cette préoccupation qui monte dans la société civile, et ils vont donner une réponse qui est une réponse libérale, et ils vont développer une stratégie d'infiltration des organes de décision, donc quelque chose d'assez classique, mais avec des organismes qui prétendent s'intéresser aux questions environnementales. Et donc au niveau international, vous avez par exemple le Conseil mondial des affaires pour un développement durable, qui a été créé par les multinationales pour défendre les intérêts des multinationales et pour parler de développement durable et travailler avec l'Organisation des Nations Unies. Bon, au niveau européen, vous avez un autre outil qui s'appelle la Table ronde des industriels européens, et vous trouvez des déclinaisons nationales de ces organismes, et notamment en France, une structure que vous ne connaissez certainement pas, mais qui a un pouvoir en la matière assez impressionnant, qui s'appelle Entreprises pour l'environnement. Et donc on trouve des grands groupes, alors des gens comme Lafarge, comme Rodia, donc au niveau international on a des Coca-Cola, des Monsanto, donc vraiment des pionniers du développement durable. Et la stratégie de ces firmes